Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un bref résumé de cours sur la notion de polynôme du second degré. Donc a priori, tu es en première, en spécialité maths, et ça devrait être un des tout premiers chapitres de l'année. Donc, je te mets ici le résumé du cours que l'on va faire ici. Donc, on va aborder en plusieurs étapes, rapidement, un ou deux petits exemples, pas plus, pas de démonstration, vraiment de la notion de définition de cours. Donc on va commencer par la définition d'un polynôme du second degré, regarder sa forme canonique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle représente, puis ensuite la courbe représentative avec le sommet de cette courbe, puis le tableau de variation. Ça sera pour la première partie. Après, on va regarder la notion, je pense, la plus importante de ce chapitre-là, qui est la résolution d'une équation du second degré. Le but est de te fournir un outil de résolution d'équation pour le degré 2 dans le cas le plus général possible. Une fois que c'est fait, on va faire de petits exemples. On va regarder ensuite la notion de forme factorisée d'un polynôme du second degré et enfin le signe de ce même polynôme ou trinôme du second degré. Donc voilà ce qui va nous occuper pour cette vidéo. Donc je te propose de commencer de suite. On enlève le résumé ici et on va regarder directement la première partie, définition d'un polynôme du second degré. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que les polynômes du second degré, ce sont des fonctions qui sont définies sur R, comme d'ailleurs tous les polynômes. Les polynômes de degré 2 ou trinômes du second degré, en fait, ce sont rien d'autre qu'une petite partie d'une grande famille de fonctions que l'on appelle les polynômes. Les polynômes, ce sont les sommes de puissance entière de x. Donc par exemple, si tu as un polynôme de la forme 5x puissance 7 moins 7x puissance 3 plus 9x carré moins 1, c'est un polynôme de degré 7 puisque le degré d'un polynôme est la plus grande puissance entière de x. Donc ton polynôme de degré 2, ce n'est rien d'autre qu'un polynôme particulier dont le plus haut degré est 2. Et d'ailleurs, en fait, tu connais déjà des polynômes, ceux de degré 1, que l'on appelle les fonctions affines ou encore les fonctions linéaires qui sont des polynômes de degré 1. Et les fonctions constantes, ce sont des polynômes de degré 0. Donc là, sur le degré 2, ce sont toutes les fonctions qui sont définies sur R et qui s'écrivent sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Avec A, B et C des nombres réels, mais A doit être un réel non nul, puisque si A vaut 0, déjà, il n'y a pas de polynôme de degré 2 et ça devient ta bonne vieille fonction affine que tu connais. Donc ça, c'est la définition la plus basique, donc toute fonction qui s'écrit sous sa forme développée, car ça, c'est la forme développée, qui est ax carré plus bx plus c. Bon. Alors, une forme assez importante, la forme canonique, tu vas beaucoup la voir en début de chapitre, puis après, en fait, tu la feras plus trop, mais sache quand même que la forme canonique, c'est celle sur laquelle repose tout le chapitre et tout le cours sur les polynômes du second degré. Tu as d'ailleurs une vidéo qu'on te met en lien et ici sur la preuve de la forme canonique et quelques petits exemples d'application car cette forme est quand même assez importante à savoir pratiquer. Donc à toi de t'entraîner là-dessus et de savoir la démontrer puisqu'en fait, comme je te disais, tout repose là-dessus. Tout ce qui sera fait après va reposer sur cette forme-là. Donc, la forme canonique, c'est ton polynôme qui s'écrit sous cette forme-là, sous sa forme développée, qui après quelques petites manipulations, on reconnaît le début d'une entité remarquable, plein de petites choses, qui nous donnent ceci. Alors, je t'écris deux formes sur la forme canonique, celle du haut et celle du bas. Alors, celle du bas, c'est très certainement celle que tu vas voir en cours a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Bon, cette forme-là, je ne suis pas super fan. Personnellement, je préfère utiliser la forme canonique qui est celle où on repart d'ici et on retombe sur ça. Donc en fait, ce n'est pas un truc forcément que tu apprends par cœur, mais c'est surtout un truc que tu apprends à refaire. Donc après, comme je te disais, il y a de fortes chances que ce soit ça que tu fasses en cours. Donc la forme canonique est celle-ci et en fait, on va voir un petit peu l'intérêt sur la partie qui est de ce côté-là du tableau, car elle fait apparaître les coordonnées du sommet de sa courbe. Donc là-dedans, dans la forme canonique que je t'ai écrite en haut, apparaît un delta en haut. Et tu vas voir, ce delta est très important, ce qu'on appelle le discriminant du polynôme du second degré ou du trinôme.
Et il vaut b carré moins 4ac. Ça, tu vas voir, ce delta égale b carré moins 4ac, lui, tu vas le voir à toutes les sauces et tu vas l'utiliser très souvent. Donc, cette forme canonique est en fait une nouvelle forme d'écriture de ta fonction polynôme du second degré qui est celle-ci. Alors, on va de suite regarder ici pour voir un peu à quoi sert cette forme canonique. Donc là, on va aborder la notion de courbe puis de tableau de variation. Alors, la courbe d'un polynôme du second degré, je t'en mets une là. Tu peux voir que c'est une courbe qui te semble normalement déjà connue, que tu as déjà vue en seconde avec la notion de fonction carrée. Bon, ce qui semble assez logique en fait, parce que x carré, polynôme du second degré, il y avait un petit lien. Donc en fait, ton polynôme du second degré a une courbe représentative qui s'appelle une parabole. Une parabole, je te mets une deuxième courbe ensuite là, tu peux voir qu'entre la première et la deuxième, on a soit un sommet qui est en haut, soit un minimum qui est aussi un sommet qui est en bas. Et donc, cette forme-là est caractéristique de la notion de parabole et de polynôme du second degré. Eh bien, la forme canonique que l'on a vue ici, eh bien, elle fait apparaître les coordonnées de ce fameux sommet. Le point S, qui est soit un maximum, soit un minimum, et d'ailleurs qui est un extrémum aussi, eh bien, en fait, a pour coordonnées le fameux alpha et bêta qui sont ici, ou encore le moins b sur 2a et le f de moins b sur 2a. Eh bien, la forme canonique a cet énorme intérêt, c'est de faire apparaître les coordonnées du sommet, et mieux que ça en fait, en utilisant, par exemple, si ton professeur l'utilise, la notion de variation de fonction associée, mais il suffit de voir que cette courbe, comme tu peux le voir là, ressemble beaucoup à la fonction carré. Soit c'est la fonction x carré, soit c'est la fonction moins x carré, en fonction de si le sommet est en bas ou en haut. Et ensuite, cette courbe-là, elle est bougée horizontalement et verticalement. Et bien en fait, on voit bien que si la valeur de a, le coefficient de x carré, est positif, on va avoir la parabole dans ce sens. Et s'il est négatif, on va avoir la parabole dans ce sens. Ensuite, au plus a est grand, au plus la parabole va être resserrée. Ça va grandir plus vite. Au plus a est petit, entre 0 et 1, au plus la parabole va s'ouvrir. Ça, c'est l'effet de a. Et évidemment, son signe qui va tourner la parabole dans un sens ou dans l'autre. Puis ensuite, quand on arrive à faire cette forme canonique et qu'on trouve la valeur de alpha et bêta, donc les coordonnées de ton sommet, eh bien si par exemple alpha a pour coordonnées 3, 4, eh bien ça veut dire que tu vas décaler ta courbe de x carré de 3 unités vers la droite pour le 3 en abscisse et 4 en ordonnée, mais tu vas la monter de 4. Donc si tu te retrouves avec a qui vaut 1 facteur de x moins 3 au carré plus 4, eh bien hop, on décale de 3 et on monte de 4. Et ça, c'est vraiment l'énorme intérêt de ta forme canonique qui te donne parfaitement l'allure de la courbe représentative de cette fonction que je te rappelle, on appelle une parabole. Bon, allez, maintenant c'est fait, on a vu le lien entre la forme canonique, le nom de la courbe et surtout le sommet et l'allure de cette fonction-là. On va regarder rapidement le tableau de variation, comme tu as pu le voir sur les deux exemples qu'on a vus ici. Si a est positif, on a la parabole qui a le sommet qui est en bas et une fonction qui est décroissante croissante, qui change de variation en moins b sur 2a et vaut f de moins b sur 2a, les fameux alpha et bêta qui sont ici. Et si a est négatif, alors on a le sommet qui est en haut et la fonction qui est croissante puis décroissante et qui change toujours de variation aux mêmes endroits. Donc en fait, si tu as déjà une forme ici avec des a, b et c qui sont donnés, tu n'as plus qu'à calculer moins b sur 2a, ça te donne la valeur où ta fonction change de variation, identifier le signe de a, comme ça te dit si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et ensuite calculer l'image. Admettons tu trouves ici moins 2, et bien tu remplaces les x par moins 2 et tu trouves la valeur amène dans ce tableau et on est OK, tu as ton tableau de variation. Donc à savoir que, comme tu as pu le voir d'ailleurs sur les courbes qu'on a mis juste avant là, ce fameux moins b sur 2a, c'est une droite verticale, x égale moins b sur 2a, ce n'est rien d'autre qu'un axe de symétrie de cette parabole. Donc en fait, selon cet axe-là, tu peux venir plier ta courbe et elle viendra se superposer de part et d'autre. Donc on a effet de moins b sur 2a sur la courbe qui est l'axe de symétrie et la forme canonique, donc comme on l'a dit avant, qui fait bien apparaître les coordonnées du sommet. Donc rapidement,
polynôme, c'est une fonction qui est définie sur R et qui s'écrit sous la forme développée ax carré plus bx plus c, avec a un réel non nul, b et c de réel quelconque. Ensuite, la forme canonique qui est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta qui sont rien d'autre que les coordonnées du sommet de la parabole, qui est le nom de la courbe représentative de la fonction. Cette parabole est soit avec un minimum, le sommet est en bas si a est positif, et avec un maximum si a est négatif, et dans ce cas-là, le sommet est en haut. Les tableaux de variation sont ceux-ci, et la courbe représentative admet un axe de symétrie d'équation x égale moins b sur 2a. Bon, allez, maintenant, on passe aux deux équations du second degré. Donc maintenant, la partie équation du second degré que tu peux voir ici, qui est une équation qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc attention, dans les équations du second degré, évidemment, il existe les classiques que tu savais déjà faire avant. Celles où c vaut 0 ou encore b vaut 0. Dans ces deux cas-là particuliers, ne fais pas delta, la méthode que l'on va voir ici. Tu restes sur tes méthodes précédentes, elles étaient bien mieux, elles étaient plus efficaces, plus rapides. Si c vaut 0, tu factorises par x et tout va bien, c'est beaucoup plus simple, tu arrives à une équation de produit. Et si b vaut 0, tu fais passer c de l'autre côté, tu divises par a. Et si le résultat qui est à droite est positif, alors tu vas te retrouver avec x carré est égal à 2 par exemple. Et dans ce cas-là, ça te fera x est égal à plus ou moins, n'oublie pas le ou moins, racine de 2. Alors, l'équation du second degré, très générale, très classique. Tu peux voir que dans la méthode, ce fameux delta intervient, celui qu'on a vu dans la forme canonique qui était écrite là tout à l'heure. Le delta est vraiment important, ce discriminant, tu vas le faire tout le temps dans tes équations de degré 2. Donc on rappelle que le delta c'est b carré moins 4ac. Dans ton calcul de delta, il n'y a pas de x, tu prends juste les coefficients qui sont là. Donc par exemple ici, 1, 1, moins 6 ou encore moins 2, 1, moins 5. Pas question de mettre des x là-dedans. Donc tu calcules ton discriminant et en fonction de son signe, il existera ou non des solutions. Alors, les trois cas possibles dans R. Tu calcules ton delta et si tu trouves un résultat strictement négatif, eh bien dans ce cas, il n'y aura aucune solution dans R. Je précise dans R. Dans l'ensemble des nombres complexes, il existera deux solutions complexes conjuguées. Là, ce n'est pas le cas en première. Tu es dans R, donc si ton discriminant est strictement négatif, pas de solution dans R. Ensuite, si ton delta vaut 0, eh bien dans ce cas-là, si ton delta vaut 0, si tu te souviens de la forme canonique qui était écrite, il n'y a pas la partie avec le delta. Donc en fait, tu as une seule et unique solution qui est x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et enfin, si delta est strictement positif, dans le cas où ton delta est strictement positif, donc le dernier des cas, il existe deux solutions réelles qu'on appelle x1 et x2 qui valent moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc voilà les solutions de ton équation du second degré et je te rappelle que les solutions correspondent au point d'intersection entre la courbe représentative de la fonction, la parabole, et l'axe des abscisses. Donc en fait, tu obtiens tes deux points-là. Ce qui permet, en visualisant une courbe, tu vois que ta courbe coupe l'axe des abscisses deux fois, et bien tu sais que ton delta est strictement positif. Si par exemple tu vois que la courbe vient se poser sur l'axe des abscisses, au-dessus et en dessous, tu pourras dire que le delta est égal à 0, et ainsi de suite. Bon, donc voilà la trame très importante de la résolution d'équations du second degré. Donc, si delta est strictement négatif, pas de solution dans R, égal à 0, une unique solution. Et si il est strictement positif, alors il existe deux solutions qui sont celles-ci. Je te propose de regarder deux exemples pour mettre en pratique. Alors, ici, on identifie, on a A qui est égal à 1, on a B qui est égal à 1 et C qui est égal à moins 6, tu englobes le moins. Donc on calcule le discriminant, le delta, il est égal à B carré moins 4AC, ce qui me donne 6 fois 4, 24, moins par moins plus, et donc 24 et 1, 25. Le discriminant est strictement positif, et il existe donc deux solutions réelles, qui sont x1 qui est égal à moins b, donc moins 1, moins racine de 25, 5, divisé par 2a, 2 fois 1 égale
2. Ce qui me donne moins 1, moins 5, moins 6 sur 2, moins 3. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2 fois 1, donc 2. 5 moins 1, 4. 4 sur 2, 2. On a trouvé nos deux solutions à cette équation qui sont moins 3 et 2. On a donc deux points d'intersection entre la courbe, la parabole, et l'axe des abscisses. Elle les coupe en moins 3 et en 2. Alors maintenant, regardons le deuxième. On a A qui est égal à moins 2, on a B qui est égal à 1 et on a C qui est égal à moins 5. Allez, on calcule comme tout à l'heure le discriminant. B carré 1 au carré, moins 4 fois A fois C. Ce qui me donne 1, moins par moins par moins, moins. On a 40, hop, égale moins 39. Ça, c'est strictement négatif. Et on a dit, strictement négatif, pas de solution dans R. Donc, S égale l'ensemble vide, on peut préciser, dans R. Donc voilà deux exemples de résolution d'équations. Et avant de passer à la suite sur le lien entre les racines, eh bien en fait, tu peux remarquer un point important, et ça tu peux t'en convaincre, lorsque tu vas calculer ton discriminant, delta, qui est égal à b carré moins 4ac, si A et C sont de signes contraires, alors on est sûr qu'il existe deux solutions. En effet, si A et C sont de signes contraires, ça veut dire que 1 est positif et l'autre est négatif. Et tu sais que plus par moins, bah ça fait moins. Mais devant, il y a un moins. Et le moins qui est ici et le moins qui sera dans le résultat de A fois C va faire moins par moins plus. Donc ça veut dire que tout ça, ça sera positif. Et vu que B carré, bah c'est clair qu'il est positif. Donc ton delta sera strictement positif. Et tu seras dans le cas où il y a deux solutions dans R. Allez, on regarde rapidement ce que donne la somme et le produit des racines. Donc ici, une petite parenthèse, mais qui peut s'avérer fort pratique dans certains exercices. Si ton professeur l'accepte ou te le montre, c'est vraiment top. Ça permet d'aller quand même assez vite dans certaines équations particulières. Alors, ici, la notion de racine évidente. Donc, utilisons un petit peu le mot en comprenant ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une racine? Eh bien, une racine, c'est tout simplement la solution de ton P de x est égal à 0. Solution de l'équation égale à 0 que tu es en train de résoudre. Donc c'est ça une racine, ce n'est pas la racine carrée. Hein. Donc, et considérer une racine évidente, c'est une racine qui est quelque chose de simple à voir. Donc, allez, il est admis a priori que 1, moins 1, 2, moins 2 sont des racines évidentes. Mais il y en a deux particulières qui, normalement, une fois qu'on a fait pas mal d'exercices, à l'œil, tu vas arriver à les visualiser, qui sont 1 et moins 1. Pour 2 et moins 2, c'est un peu plus chiant. Alors, les coefficients A, B et C sont ceux de ton polynôme du second degré. Et si tu remplaces x par 1, tu vois bien que c'est comme s'il n'y avait plus de x. Eh bien, si A plus B plus C fait 0, si la somme de tes coefs fait 0, eh bien x1 égale 1 est une racine évidente. Et ensuite, si tu remplaces tes x par moins 1, tu vois bien que le seul endroit où le signe va changer, c'est ici. Ça va faire sortir un moins parce que x carré, ça dégage le moins. Ça te mène à si A moins B plus C égale à 0, alors c'est moins 1 qui est racine évidente ou solution évidente de ton équation, celle-ci. Alors, à quoi ça sert de dire on a une racine évidente? Eh bien en fait, si tu as une racine évidente que tu arrives à détecter comme ça à l'œil, eh bien, si tu connais ces deux propriétés-là, qui sont les propriétés de somme ou de produit des racines, et je te conseille celle du produit, elle est plus facile à utiliser, eh bien, si tu connais une des deux solutions, il suffit juste d'isoler la deuxième pour pouvoir la trouver. Donc, convainc-toi que ça marche. Remplace x1 et x2 par ça, évidemment, on est dans le cas où delta est strictement positif, remplace par ça, et tu vas voir que lorsque tu fais la somme des racines, ça va te faire moins b sur a, et lorsque tu fais le produit de tes racines, ces deux-là, en remplaçant ton discriminant par b carré moins 4ac, eh bien tu vas voir que ça va te faire c sur a. Ça marche toujours. Eh bien, on regarde un petit exemple, tu vas voir comment ça donne. Tu as un polynôme du second degré quelconque, 3x carré moins 11x plus 8. Tu pourrais faire ton discriminant, ton delta qui te mènerait à faire un calcul un peu gros. Là,
tu détectes, tu vois que 8 et 3 ça fait 11, moins 11 ça fait 0. Tiens, x1 égale 1, racine évidente. Si x1 égale 1, on vient utiliser le produit. x1 fois x2 ça fait c sur a. Ok, eh bien je le marque et x1 ça vaut 1. Donc ça me mène à x2 égale c sur a, avec c qui vaut 8 et a qui vaut 3. x2 vaut 8 tiers. Ben, j'ai mes deux solutions en 2 secondes. Par rapport aux exemples qui étaient là, tu vois que c'était quand même un petit peu plus rapide. Donc les solutions de mon équation sont 1 et 8 tiers. Et on a déterminé les deux solutions à mon équation du second degré ici, sans passer par le discriminant, juste en venant regarder la somme des coefficients. Bon, petite parenthèse, mais qui a tout son intérêt et tu verras, et un peu de curiosité, compte le nombre de fois que 1 ou moins 1 vont être solution dans tes équations et tu verras que c'est pas négligeable que ça tombe souvent. Bon, allez, maintenant, on passe à la dernière partie, les 3 et 4, qui sont la forme factorisée et enfin le signe d'un polynôme du second degré. Alors, concernant la forme factorisée d'un polynôme du second degré. Alors en fait, il s'agit de la troisième forme possible. On a vu la forme développée, ax carré plus bx plus c, puis la forme canonique, qui était avec alpha et bêta, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Bon, et bien la forme factorisée, elle va venir en général, ou systématiquement a priori, après avoir fait ton discriminant. Bien qu'après ta forme canonique, ce soit tout à fait possible. Peut-être que ton professeur d'ailleurs a fait ça. Forme canonique, on essaie de voir un a carré moins un b carré, et on fait une forme factorisée. Là, en l'occurrence, la forme factorisée qu'on va aborder, c'est celle que tu feras à l'issue de ton chapitre complet. Eh bien, tu verras, d'abord, tu auras calculé ton discriminant, delta, qui vaut b carré moins 4ac. On retient bien ça par cœur. Donc, avec a, b, c, les coefficients qui sont ici, eh bien, si ton discriminant est strictement négatif, pas de forme factorisée. Il n'y avait pas de solution, pas de forme factorisée pour le polynôme du second degré. Si ton delta est égal à 0, eh bien, ta forme factorisée, c'est a facteur de x moins x0 au carré. Où x0, c'est quoi? C'est l'unique solution qu'on a appelée solution double, qui est moins b sur 2a. Donc encore ton alpha qui revient ici. Et si ton discriminant est strictement positif, eh bien dans ce cas, ta forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Où x1 et x2, je te le rappelle, sont les deux solutions qui sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc voilà les formes factorisées possibles de ton polynôme du second degré. Et si delta est strictement négatif, pas de forme factorisée. Donc c'est la troisième forme, la troisième écriture d'un trinôme de degré 2. Alors, on regarde vite fait l'exemple qu'on a fait tout à l'heure avec x carré plus x moins 6. On avait delta qui valait 25 et x1, x2 c'était moins 3 et 2. Eh bien, avec a qui est égal à 1, delta qui est strictement positif, on a la forme factorisée qui est celle-ci. Donc on aurait un facteur de x moins 3, donc x plus 3, facteur de x moins 2, et ça serait ta forme factorisée d'un polynôme du second degré. Alors, avant de regarder ça, tu peux voir qu'ici, tu peux construire ton bon vieux tableau de signes comme tu l'as fait en seconde. Eh bien, c'est ta forme factorisée qui va te permettre d'étudier le signe d'un polynôme du second degré dans ces deux cas-là. Pour ce dernier cas, il faudra remonter encore et toujours à la forme canonique. Bon, je ferme la parenthèse, on y revient tout de suite après. On regarde vite fait ici ce petit crochet qui va te servir dans les équations de degré supérieur à 2, qui se ramèneront toujours à des degrés 2, mais tu verras par exemple du degré 3 avec pas possibilité de factoriser simplement. Donc il faudra une racine évidente, on a vu tout à l'heure, 1, moins 1, 2, moins 2, des trucs comme ça. Eh bien, si tu trouves une racine évidente qu'on va appeler ici alpha, eh bien ça veut dire que tu peux factoriser ton polynôme par x moins alpha. Et ton polynôme, que je vais appeler P ici, qui est un polynôme de degré n, pourra donc s'écrire sous la forme x moins alpha facteur de q de x. Avec q, un nouveau polynôme, mais vu que ça c'est de degré n et que ça c'est de degré 1, tu as donc factorisé, retiré un degré. Si tu retires un degré, eh bien q est donc un polynôme de degré 1 cran de moins, donc n-1. Tu peux d'ailleurs aller voir cette vidéo que je te mets ici sur les résolutions d'équations de degré 3 avec la méthode de l'identification. Très important à faire ça une fois que tu auras bien sûr maîtrisé les résolutions d'équations, tout ça. Ne va pas voir cette vidéo si tu es en début de chapitre, seulement après. Bon, allez maintenant, signe d'un trinôme du second degré. Dernière partie, dernier volet avant de faire des exos un peu bilan, d'optimisation, ce genre de choses là.
Alors, le signe d'un polynôme ou trinôme du second degré se déduit des différentes écritures qu'on a vues précédemment. Pour la première à partir de la forme canonique et ensuite à partir des formes factorisées que l'on va avoir ici. On fait des tableaux de signes et on aboutit là-dessus. Alors, si ton discriminant est strictement négatif, alors ton polynôme est tout le temps du signe de A. A qui est le coefficient de x carré. Donc, si ton A est positif, ton polynôme sera strictement positif dans le cas où delta est strictement négatif. Donc, on dit, si delta est strictement négatif, le polynôme est du signe de A tout le temps, soit tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses, ou alors tout le temps en dessous de l'axe des abscisses. Si delta est nul, donc ce cas ici, ben tu vois bien que ça c'est positif, donc c'est du signe de A. Donc, signe de A, et ça vaut 0 en moins b sur 2a, qui est la valeur de x0, ou encore de alpha. Donc en fait, si delta est négatif ou nul, eh bien en fait c'est tout le temps du signe de A, sauf éventuellement moins b sur 2a où ça vaut 0, mais tout le temps du signe de A si delta est inférieur ou égal à 0. Donc ces deux-là se regroupent dans un bloc. Alors, dernier cas, si delta est strictement positif. Si delta est strictement positif, on a la fonction polynôme de second degré qui s'écrit comme ceci. On fait un petit tableau de signes, on mélange tout ça et on arrive à tomber sur ce résultat. Donc on a deux racines, x1 et x2. On suppose que x1 est plus petit que x2 pour pouvoir l'écrire. Et le signe est le suivant. Donc entre moins l'infini, x1 et x2 plus l'infini, qu'on appelle à l'extérieur des racines. Ça, c'est entre les racines, ça, c'est l'extérieur des racines, en dehors. Et bien dans ce cas-là, on a le signe de A avant x1, après x2. C'est-à-dire que si A est positif, ça fera plus et plus, si A est négatif, ça fera moins et moins. Entre les racines, x1 et x2, on aura l'opposé du signe de A. C'est quoi l'opposé? Si A est négatif, alors l'opposé c'est positif. Et si A est positif, alors l'opposé c'est négatif. Donc en fait, si ton polynôme du second degré a un A qui est négatif, eh bien ça fera moins plus moins. Si le A est positif, eh bien ça fera plus moins plus, tout simplement. Et on retient bien cette phrase là que je te marque en bas, elle est vraiment importante, elle te résume le signe d'un trinôme du second degré dans ce cas-là. Et on te dit qu'un polynôme du second degré est du signe de A à l'extérieur des racines. On répète, un polynôme du second degré est du signe de A, le coefficient de x carré, à l'extérieur, donc avant et après, les racines. Important cette phrase, retiens-la bien, elle te permettra de ne pas te tromper sur le signe d'un polynôme du second degré. Bon, et bien voilà, ce qui clôture ce que l'on avait à dire d'un point de vue court sur les polynômes du second degré. Donc ce que tu dois savoir faire impérativement là-dedans. Faire une forme canonique, démonstration de la formule et donner des formes canoniques et évite d'avoir à passer par alpha et bêta, essaie de refaire la structure de démonstration. On te met les deux vidéos qui sont ici, qui sont des vidéos démonstration et sur la forme canonique d'un trinôme du second degré. Ensuite, une fois que tu sais bien faire ça, tu dois bien t'entraîner, ça c'est le point principal, à résoudre des équations du second degré. Hop, on te met la vidéo là, tout ceci évidemment en description. Apprendre à résoudre une équation du second degré est très important. Une fois que tu as fait ça, sache manier quand même tes racines évidentes, ta somme et produit des racines. Important à savoir faire ça. Après, tu as la partie étude de signes et forme factorisée, les deux derniers points qu'on a vus. Forme factorisée d'un polynôme du second degré, ce que l'on vient de voir là en fonction de delta, et l'étude de signes d'un polynôme du second degré. Pareil, on te met tout ça en description pour que tu puisses bien aller t'entraîner. Une fois que tu as fait ceci, tu vas aller faire tous les types d'équations qui se ramènent à du degré 2. Les degrés 3 avec ce qu'on a vu ici, tout ce qui va être changement de variable, grand X égale x carré, grand X égale racine de x, ce genre de choses-là. Et enfin, les exercices d'optimisation de volume, de surface, de bénéfices, les exercices de fin de chapitre. Donc voilà, on vient de finir le petit résumé de cours sur les polynômes du second degré. J'espère qu'il va t'aider à remettre tout ça au clair ou à voir ce cours que tu viens de voir à l'école. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut.
puis à venir la commenter, la partager auprès de tes amis, venir nous rejoindre sur notre chaîne et t'abonner en activant la cloche. C'est important pour nous aider à la développer. Puis nous voir sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!